Bienvenue chez Empower Migra. Ici, on aborde les études scientifiques sur la migration, l'intégration et la discrimination, mais on laisse le jargon académique au placard. C'est beaucoup plus digeste comme ça. Bah oui, complètement. L'idée de notre émission, c'est très simple. À chaque édition, on prend une étude, on l'examine de plus près et on pose une question de base. En fait, on se demande que dit vraiment la recherche et en quoi ça contredit ce que la plupart des gens croient. Parce qu'il y a souvent un fossé énorme entre les croyances et les données. Ah, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on plonge dans le sujet des barrières invisibles du marché du travail. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on imagine une situation de tous les jours. C'est paradoxal, mais très commun. Imaginons un pays, genre une grosse puissance économique, qui a un besoin urgent et désespéré de main-d'œuvre qualifiée. Le truc classique qu'on lit tous les jours dans la presse, quoi. Voilà, on entend partout, il manque des médecins, il manque des ingénieurs. Les boîtes d'informatique pleurent pour avoir des spécialistes. C'est la crise. Et pendant ce temps-là, Et pendant ce temps-là, exactement, il y a des milliers de personnes qui ont précisément ces qualifications et qui vivent déjà dans ce pays. C'est ça le truc fou. ils sont là. Physiquement là. Ils ont fait des études, ils ont de l'expérience, ils veulent bosser. Mais en fait, au quotidien, on les voit conduire des taxis, faire le ménage ou porter des briques sur des chantiers. C'est un décalage massif. Du coup, ça amène une question super honnête, je trouve. Pourquoi un pays refuse d'utiliser les qualifications des gens qui sont déjà sur son sol? C'est la question à 1 million de dollars. Et c'est une contradiction qui mine beaucoup d'économies aujourd'hui. Mais le truc, c'est que la société a déjà une réponse toute faite à ça. On a tous entendu ce narratif. Ah bah oui, le fameux mythe de la méritocratie absolue. C'est ça. Beaucoup de gens croient et le disent haut et fort que si les personnes issues de l'immigration n'ont pas de bon job, c'est juste de leur faute. Genre, il leur manque une formation ou ils sont mal intégrés. L'idée, c'est de dire que si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas fait d'effort. Que le marché du travail est un filtre parfait. Donc, le talent remonte toujours. Voilà. Sauf que, est-ce que c'est vraiment la réalité? Ou est-ce qu'on ferme juste les yeux sur un problème qui est super structurel? C'est carrément plus confortable de blâmer l'individu. Bien sûr, mais pour voir ce qui se passe vraiment, on s'appuie aujourd'hui sur une étude fondatrice. Elle s'intitule Utilisation du potentiel des jeunes universitaires issus de l'immigration en République fédérale d'Allemagne. Un titre bien académique, mais le contenu est explosif. Totalement. C'est une recherche menée en 2006 par Svetlana Franken et Suzanne Kowalski. Et ce qui est génial, c'est qu'elles ne se sont pas contentées de regarder de loin, elles ont interrogé plus de 600 universitaires. Ah oui, 600, c'est un sacré échantillon. Et elles ont fait ça bien. Elles ont comparé un groupe de personnes hautement qualifiées, issues de l'immigration, avec un groupe de contrôle composé d'universitaires locaux. Ceux qui n'ont pas d'origine migratoire, donc. Exactement. La question centrale, c'était de comprendre pourquoi le potentiel de ces migrants surqualifiés reste inutilisé sur le marché du travail allemand. Et franchement, les résultats cassent pas mal de clichés. Surtout quand on regarde qui sont ces gens. On est loin du cliché de la personne sans éducation qui vient chercher de l'aide, quoi. Ah, on en est même à l'opposé. Les données montrent qu'on a affaire à un vivier de talents incroyable. Ce qui frappe tout de suite, c'est le taux de double qualification. La double qualification, genre un diplôme ici et un autre ailleurs. C'est ça, l'étude montre que près de 30%, je dis bien 30% de ces universitaires issus de l'immigration ont une formation supplémentaire acquise à l'étranger. Attends, et pour le groupe local, c'est combien? Seulement 3%. Ah ouais, donc on parle d'un ratio de 1 à 10. C'est énorme. C'est énorme, oui. En gros, tu as face à toi des gens qui parlent plusieurs langues, qui ont une adaptabilité de dingue parce qu'ils naviguent entre plusieurs cultures et qui sont hyper motivés. Mais alors, si on a ce genre de profil, des candidats surmotivés, avec parfois le double de qualification, pourquoi ça coince autant? Si j'ai une entreprise, je veux ces gens-là. Bah, sur le papier, oui. Mais la réalité du recrutement, c'est un parcours du combattant institutionnel. Et la première barrière que l'étude identifie, c'est l'enfer de la reconnaissance des diplômes. Ah, la bureaucratie. L'horreur. Près d'un quart des diplômés internationaux se cassent les dents là-dessus. Je me fais l'avocat du diable 2 secondes. Est-ce que c'est pas juste une question de sécurité? Genre, si je traverse un pont, je veux que l'ingénieur ait suivi les bonnes normes locales. Un diplôme étranger, ça vaut pas toujours le diplôme d'ici, non? La question des normes est hyper valide, évidemment, mais l'étude montre que le problème, c'est comment on vérifie ces normes. C'est-à-dire? L'administration ne cherche pas à savoir si la personne a les compétences pratiques. Elle fait de la bureaucratie pure. Elle regarde si le cours de mécanique des fluides de 1999 ressemble mot pour mot au programme local. Ah, donc on cherche le bon tampon, pas la compétence. C'est exactement ça. S'il y a un module qui diffère un peu, on te refuse d'équivalence.
Ça prend des années, ça coûte une fortune en traduction assermentée. Tout ça pour dire à un ingénieur expérimenté qu'il a juste le droit de passer le balai. C'est déprimant. En fait, c'est comme si t'achetais le dernier gadget technologique de pointe, Ouais, la machine la plus performante au monde, mais tu la laisses dans sa boîte. Tu la branches même pas, juste parce que le manuel d'instruction est en espagnol ou en arabe. c'est une super analogie. On refuse d'appuyer sur le bouton pour voir comment elle marche. C'est du gaspillage pur et simple. Et attends, c'est pas fini. Mettons qu'un candidat survive à cette bureaucratie et fasse reconnaître son diplôme. Il tombe direct sur le deuxième mur. Il y a un deuxième mur. Bon, super. Le manque de réseau, le fameux marché caché de l'emploi. Ah oui, parce qu'on sait bien que la plupart des jobs sont jamais publiés sur Internet. Exactement. Et comment les locaux trouvent leur premier job, selon l'étude? C'est le prof de fac qui recommande son étudiant à un ancien élève, ou c'est le réseau familial, l'oncle qui connaît le patron d'une boîte. Du coup, c'est de la cooptation, quoi. Un truc de confiance informelle. Voilà. Et les personnes issues de l'immigration récente, elles n'ont tout simplement pas accès à ces cercles. Elles peuvent pas avoir le prof ou l'oncle bien placé. Du coup, elles sont obligées de passer par la porte de devant, envoyer des CV froids, répondre à des annonces noyées au milieu de centaines d'autres. Ce qui est super épuisant. L'étude le chiffre d'ailleurs. Ces candidats doivent envoyer une quantité astronomique de candidatures en plus par rapport aux locaux, juste pour décrocher un entretien. Mais alors, disons qu'ils envoient 1000 CV. Un recruteur les appelle. Ils arrivent à l'entretien. Est-ce qu'au moins à ce moment-là, on est sur un pied d'égalité? Tu t'en doutes, la réponse est non. Et c'est la troisième barrière prouvée par l'étude, les préjugés et la discrimination. Même à qualifications égales? Surtout à qualification égale. Les chercheuses ont documenté des biais très forts. Ça bloque sur le nom de famille, ça bloque sur l'accent ou sur les signes religieux. Mais c'est conscient de la part des recruteurs ou c'est plus pernicieux? Parce qu'on entend souvent « Ah, mais moi j'ai rien contre eux, c'est juste que j'ai peur que l'accent dérange nos clients. Le fameux argument du pragmatisme économique. L'étude montre que c'est souvent un biais anticipatif. Parfois, ce sont des logiciels RH qui trient les CV et écartent les noms étrangers avant même que la personne ait ouvert la bouche. » Ah ouais, donc le recruteur sait même pas s'il y a un accent ou pas. Exactement. Et sur la question des symboles religieux, l'intolérance est flagrante. Le marché du travail pénalise lourdement tout ce qui dévie de la norme majoritaire. Ce qui est quand même le summum de l'hypocrisie, tu trouves pas? Parce que quand tu regardes les plaquettes de ces mêmes entreprises, elles font toutes des grands discours sur la diversité. Le fameux diversity management. Oui, Elles disent toutes, on veut des équipes multiculturelles pour conquérir les marchés mondiaux. l'étude pointe cette contradiction de manière très crue. Les départements RH font de la com sur la diversité, mais en pratique, ils utilisent des stéréotypes pour attribuer les postes. Genre, on embauche une personne racisée, mais pour faire quoi? Pour des tâches d'exécution, pour le service client éventuellement, mais pour des postes de direction ou de stratégie, quasiment jamais. C'est de la diversité de vitrine, on s'en vante dans le rapport annuel, mais on donne aucun vrai pouvoir. Exactement. C'est compartimenté. Ça ne remet jamais en cause les structures de pouvoir dans l'entreprise. Bon, alors il y a un truc dans cette étude sur lequel je veux vraiment qu'on s'arrête, parce que ça m'a fait complètement bugger quand je l'ai lu. Vas-y, dis-moi. C'est un chiffre qui détruit une image qu'on a tous en tête. Souvent, on imagine le migrant comme quelqu'un prêt à tout. Quelqu'un qui a traversé des trucs dingues et qui acceptera n'importe quel job, n'importe où, juste pour s'en sortir. Le stéréotype de la flexibilité absolue, ouais. Voilà. Et pourtant, l'étude montre que ces universitaires sont en fait moins flexibles que les locaux sur certains points. Oui, c'est un des constats les plus intéressants et ça surprend toujours beaucoup de monde. Mais comment c'est possible? Quand on leur demande s'ils sont prêts à baisser leurs prétentions salariales ou à déménager à l'autre bout du pays pour un boulot, ils sont 10 à 15% moins enclins à le faire que les locaux. Face à un recruteur, ça doit braquer, non? Pourquoi ils refusent de bouger? Parce qu'il faut sortir de la vision purement RH pour comprendre ça. Il faut regarder la sociologie. Ce manque de mobilité géographique, c'est pas un caprice, c'est de la survie. De la survie, c'est-à-dire? Ces personnes s'appuient énormément sur leur communauté locale. Elles fondent souvent une famille un peu plus tôt que la moyenne locale, et comme elles n'ont pas accès aux mêmes facilités que la majorité, elles dépendent de leurs proches. Pour la garde des enfants, ce genre de choses? Pour les enfants, pour le soutien financier, pour le soutien psychologique face à une société parfois hostile, c'est leur filet de sécurité. Parce que l'État ou le système ne joue pas ce rôle pour eux. Tout à fait. Le jeune diplômé local, lui, peut déménager de Munich à Hambourg sans stress. Il sait comment la société fonctionne, il a les codes, il sera chez lui partout. Alors que pour une personne issue de l'immigration, quitter sa ville, c'est perdre ce réseau vital. Et on
on ne sacrifie pas son filet de sécurité pour un poste qui, en plus, risque de te sous-payer ou de te déclasser. C'est hyper logique vu comme ça. Donc, si on résume l'engrenage, on a un système de reconnaissance de diplôme qui est un mur de briques. Oui, Ensuite, un marché caché qui fonctionne au piston. c'est ça. Ensuite, des recruteurs biaisés qui rejettent les CV au moindre nom étranger. Et par-dessus ça, une exigence de mobilité qui ignore totalement la réalité sociale de ces personnes. C'est la tempête parfaite. Le résultat, les économistes appellent ça le sous-emploi des qualifications. En gros, bosser en dessous de son niveau. T'es ingénieur, tu finis caissier. Exactement. Et ça a un coût astronomique, pas juste pour la personne, mais pour tout le pays. L'étude de Franken et Kowalski nous force vraiment à regarder le tableau macroéconomique. D'ailleurs, parlons-en du contexte. En 2005, juste un an avant la sortie de cette étude, il y a eu un phénomène assez dingue en Allemagne, non? Un véritable exode des cerveaux. 140 000 chercheurs universitaires et spécialistes allemands ont quitté le pays cette année-là. 140 000. Mais c'est énorme. Ils sont partis vers les pays anglo-saxons surtout, parce que les structures là-bas étaient moins rigides, l'innovation mieux valorisée et les salaires plus attractifs. Et qu'est-ce que le pays a fait pour boucher ce trou? L'État a paniqué. Ils ont lancé des programmes pour attirer des talents de l'étranger. Genre, ils ont créé une green card locale pour faire venir des informaticiens. Et ça a marché. Un flop monumental. À peine 1 millier de personnes sont venues. La bureaucratie était tellement lourde et le climat social tellement peu accueillant que personne ne voulait venir. Mais c'est absurde. Résumons le truc. Un pays voit ses propres talents s'enfuir. Il dépense des millions pour supplier des étrangers de venir. Personne ne vient. Et pendant ce temps-là, littéralement, dans la rue d'à côté, t'as un réservoir massif de talents, des gens qui parlent 3 langues, qui ont des diplômes, qui payent déjà un loyer et des impôts ici, et on les laisse livrer des colis parce que le tampon sur leur CV n'est pas de la bonne couleur. C'est un non-sens économique total. La société entière se tire une balle dans les pieds. Mais complètement. En refusant d'intégrer ces profils, en exigeant qu'ils rentrent exactement dans le vieux moule traditionnel, les entreprises perdent en innovation. On sait très bien que l'innovation naît de la diversité des parcours, des façons différentes de résoudre un problème. En les marginalisant, c'est tout le potentiel de croissance du pays qui est bridé, surtout avec une population vieillissante. Bon, ça fait beaucoup réfléchir tout ça. Alors, si un pays se plaint constamment de manquer de bras et de cerveau, mais qui refuse d'utiliser ceux qui sont juste sous son nez, Ouais. est-ce qu'on peut vraiment dire que le problème, c'est les migrants qui font pas d'efforts? Ou est-ce que c'est le système lui-même qui est complètement coincé? Je pense que l'étude répond très clairement à cette question. C'est structurel. Il y a une autre question avec laquelle je veux qu'on reparte aujourd'hui. On a parlé de gâchis économique, de chiffres, de macroéconomie, mais pensons 2 secondes au coût humain sur le long terme, et surtout sur la génération suivante. L'impact sur les enfants, oui. Imaginons un enfant qui grandit dans ce pays. Il est à la table du petit déjeuner et il voit sa mère, une femme qui était une brillante ingénieure civile dans son pays d'origine, enfiler un tablier de femme de ménage tous les matins. Et ça pendant 10 ou 20 ans, parce que l'administration a dit non à son diplôme. C'est d'une violence inouïe. Mais carrément. Cet enfant, il va à l'école et on lui parle de méritocratie, on lui dit « si tu travailles dur, tu réussiras ». Comment il peut y croire? C'est impossible. Le message que la société lui envoie, c'est que l'excellence de ses parents ne vaut rien. Exactement. Si le talent de ses propres parents est invisibilisé, effacé par le système, pourquoi cet enfant aurait confiance en ce même système? En bloquant ces personnes qualifiées aujourd'hui, la société ne sabote pas que son économie actuelle. Elle sabote l'avenir. Elle détruit la confiance et le potentiel de toute une génération à venir. C'est vraiment ça le plus lourd, je trouve. C'est la conclusion la plus importante, en effet. Bon, ça donne pas mal de matière à réflexion pour ceux qui nous écoutent. J'espère bien. C'était une autre édition d'Empower Mile Migra. En Power Mile Migra, la compréhension commence par l'écoute.